Madame, Monsieur, bonsoir. Indignation et colère générale après la profanation d'une soixantaine de tombes dans le cimetière juif de Lyon. Dominique Perben en appelle à la mobilisation et à la fermeté pour trouver les coupables. Un nouvel exemple de chantage à la délocalisation. La direction de la société Cediver à Saint-Thior exige des baisses de salaire et des aides des pouvoirs publics. En cas de refus, elle confirmera sa décision de fermer le site. C'est un coup dur pour le tourisme en Turquie. 2 hôtels d'Istanbul touchés par des attentats qui ont fait 2 morts et 11 blessés. Pour l'instant, aucune certitude sur les auteurs de ces actions. L'équipe de France d'athlétisme dans les starting blocks. À 3 jours des JO d'Athènes, les tricolores effectuent un dernier stage au centre de Marcoussis. Et puis, joyeux anniversaire à Donald, le chouchou des enfants à 70 ans. Il vient de décrocher son étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Mais nous commençons ce journal par la mise en cause des services sociaux dans l'affaire de maltraitance des 5 enfants de Drancy. Le département de Seine-Saint-Denis reconnaît que la famille avait fait l'objet de signalements. Il annonce l'ouverture prochaine d'une enquête pour faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements. Paul de Genève, Michel Levasseur. Les services sociaux connaissaient la famille depuis 1998. C'est ce qu'a reconnu aujourd'hui le Conseil général. À cette époque, la mère accouche chez elle de son 2e enfant et refuse alors d'ouvrir sa porte à une puéricultrice de la protection maternelle et infantile. L'administration convoque les parents, ils font simplement savoir qu'ils ont déménagé, l'enquête s'arrête là. Quand vous apprenez que la famille a déménagé, personne ne va vérifier, va voir sur les... Ça fait partie justement des éléments dont on peut dire qu'il peut y avoir déficience ou dysfonctionnement, mais nous sommes sur un système déclaratif. Comme dans l'ensemble des éléments que peut donner une famille qui décide de fermer les portes et de dire qu'elle est partie, c'est vrai que nous ne sommes pas allés vérifier. Et pour les autres enfants, le couple n'ouvrira pas plus sa porte aux agents de la PMI. Ce n'est pas une obligation. Il déclare simplement qu'il consulte un médecin en ville. L'un des 5 enfants sera tout de même repéré en mars dernier par ses instituteurs. John, 7 ans, est l'aîné de la fratrie. Il est turbulent et souvent absent. L'éducation nationale fait alors un signalement au parquet et à l'aide sociale à l'enfance. Nous avons, relancé en tant qu'ASE en mai 2004 cette enquête en demandant à ce qu'elle soit généralisée sur la famille. Et j'allais dire entre la demande de mai et la révélation de l'affaire en août, nous n'avons pas eu d'éléments. Pourquoi ces informations n'ont-elles pas été relayées plus tôt? Les enfants sont toujours hospitalisés. Adeline, 2 ans, devrait bientôt rejoindre ses frères et sœurs dans un foyer d'accueil. En revanche, Franck, le plus petit, reste à l'hôpital. Son état s'améliore doucement, mais les médecins restent inquiets pour sa vie. Indignation et colère, la condamnation est générale après la profanation d'une soixantaine de tombes dans le cimetière juif de Lyon. La communauté juive parle de nouvelles provocations. Jacques Chirac a promis que les auteurs de cette profanation seraient punis avec toutes les rigueurs de la loi. Dominique Perben a lui aussi affiché sa détermination. Benoît Gadré, Olivier Jacquelin. Des croix gammées dessinées à l'envers, des inscriptions antisémites mal orthographiées, des croix celtiques. Voilà ce qu'ont découvert les familles dont les parents sont enterrés dans ce cimetière juif. 56 pierres tombales ont ainsi été souillées. Un choc terrible pour ces familles. Je trouve ça horrible, vraiment. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point on peut souffrir de voir ça. C'est odieux. Les morts, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font les morts? Ils sont là, c'est fini pour eux, c'est la vie. C'est arrêté depuis qu'ils sont morts, ça. Il n'y a plus rien. Et pour la famille, c'est beaucoup. En 1992, le cimetière avait déjà été visé. Mais aujourd'hui, cette nouvelle profanation s'inscrit dans une liste d'actes antisémites commis en France. Comment pouvons-nous ne pas être inquiets quand nous voyons aujourd'hui des relents des années 30? Comment pouvons-nous être insensibles à ce genre de choses? Évidemment que la communauté est inquiète. Aujourd'hui, les enquêteurs ont recherché des indices et tenté d'exploiter les enregistrements vidéo de caméras voisines. 2 jeunes gens ont été interpellés avant d'être mis hors de cause. Ce qui intéresse particulièrement les enquêteurs, c'est cette inscription, reproduite à 3 reprises. Phinéas, ou Pinéas, selon les interprétations, est un personnage biblique qui pratiquait une justice expéditive. Le mot de Phinéas n'était pas étranger au parquet, au service de police depuis quelque temps par rapport à des événements qui n'ont aucun lien avec ceux qui se sont produits aujourd'hui. Cet événement, c'est une agression commise il y a quelques jours à Villeurbanne et revendiquée par un certain Phinéas.
La victime, un homme d'origine nord-africaine, a été agressé avec une hachette. Or, cette nuit, dans le cimetière juif, les policiers ont retrouvé une hachette tachée de sang. Ils ont également relevé cette inscription contre les musulmans. Antisémites, anti-musulmans, le ou les profanateurs sèment la confusion. Cet après-midi, le ministre de la Justice est venu témoigner son soutien à la communauté juive de Lyon. Oui, depuis le mois d'avril, ce sont plus de 300 tombes qui ont été profanées en France dans des cimetières juifs, chrétiens et musulmans. Pour l'instant, seule une enquête a abouti à des arrestations. Les enquêteurs se butent toujours aux mêmes difficultés, comme nous l'expliquent Jacques Cardoz et Éric Delagneau. Depuis le début de l'année, la France a dû faire face à 14 affaires de profanation. À chaque fois, la même difficulté. Pas d'indices, pas de témoignages, analyse graphologique inefficace. Seule affaire élucidée, celle de Douaumont dans la Meuse, notamment grâce aux policiers des renseignements généraux. La surveillance serait donc la seule arme efficace. Problème, les RG ont bien d'autres missions prioritaires. Actuellement, on est plutôt orienté vers, je dirais, le terrorisme international, islamique, vers la Corse certainement, vers les Basques, mais il y a toujours dans chaque commissariat et dans chaque service de police des collègues des renseignements généraux qui travaillent quand même sur ces problèmes liés à l'extrême droite. Racistes et adorateurs d'Hitler, les deux profanateurs de Douaumont étaient connus des services de police. Ils ont fini par avouer leurs gestes. Actes isolés, effet de contagion, difficulté d'élucidation. Certains élus voudraient qu'on paye des informateurs dans le cadre des lois sur la grande criminalité. Le ministère de la Justice peut désormais donner à la police et à la gendarmerie les moyens de rémunérer, de récompenser un informateur qui permette de détecter les auteurs de tels actes. Je pense que l'occasion est là. Aucune confession n'est épargnée. Ici à Strasbourg, ce sont des tombes musulmanes qui ont été couvertes de croix gammées. L'Est et le Sud de la France sont les régions les plus touchées. Plus de 300 stèles souillées cette année. Aucune condamnation prononcée pour des faits passibles de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Dans 10 jours, Jean-Pierre Raffarin recevra les conclusions de l'enquête administrative sur le drame de l'Échrennes en Savoie. Les fonctionnaires de plusieurs ministères ont entendu une trentaine de personnes pour faire le point sur la réglementation dans le centre équestre. Agnès Gardet, Annie Tribouard. Costume de rigueur, voiture avec chauffeur, la délégation venue de Paris a d'abord fait halte à la mairie de l'Échrennes. Madame le maire les y attendait. Elle a dû se plier à leurs questions 1 heure durant et ouvrir ses dossiers. Les 6 inspecteurs se sont ensuite rendus au centre équestre incendié. Une visite de terrain après avoir passé la journée d'hier à la préfecture. Entendre des fonctionnaires, éplucher les notes de service, bref, retrouver trace de cet établissement. A-t-il une existence juridique? Et surtout, quelle est sa capacité légale d'hébergement? Eh bien là, la réponse est floue. On dispose d'un certain nombre de documents, mais c'est tout le problème justement. Est-ce que ces documents suffisent? Est-ce qu'ils ne suffisent pas? Est-ce qu'on va en trouver d'autres? Mais ça, je ne peux pas aller plus loin. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. D'après nos informations, la procédure d'ouverture et de mise en activité du centre n'a pas été respectée. Pas de déclaration en mairie, pas de classement par les services de la préfecture, pas d'avis de la commission départementale de sécurité. Quelles conséquences cela a-t-il pu avoir sur le niveau de sécurité dans le centre? Les autorités affirment que rien ne sera caché aux familles des victimes. Ce qui est important, et le chef de mission vient de l'indiquer, c'est que nous tirions tous les enseignements de ce drame affreux. Et comme l'a dit le Premier ministre, que les familles aient la vérité. Elles ont droit à la vérité. L'inspection générale de l'administration rendra ses conclusions d'ici 10 jours au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Elles seront ensuite versées à l'enquête judiciaire. Un juge d'instruction sera officiellement saisi demain. Les familles des victimes pourront alors se constituer partie civile afin d'accéder au dossier, afin de comprendre pourquoi leurs enfants n'ont pas pu réchapper à ce terrible incendie. Je vous le disais en titre, un nouvel exemple de chantage à la délocalisation. La direction de la société Cédiver à Saint-Thior exige des baisses de salaire et des aides des pouvoirs publics. En cas de refus, elle confirmera la fermeture du site. Virginie Tumortiki, Yvan Martinet. La sirène n'indique pas la fin de la journée, mais une annonce faite aux salariés. Les syndicats viennent de recevoir un message de la direction. Le message, c'est que le message n'est pas très clair. Le message, c'est que l'usine fermera si les salariés n'acceptent pas une diminution de 25 à 30% de leur salaire et si les pouvoirs publics n'accordent pas à l'entreprise une aide de 6 millions d'euros. Pour les salariés, c'est un chantage.
Les salaires que nous les avons gagnés à force de courage, de travail, de technicité, en ayant développé un réseau commercial hors du commun. Il est hors de question aujourd'hui d'abandonner ça. En janvier dernier, ce groupe, spécialisé dans la production d'isolateurs électriques, annonçait la fermeture de l'usine. Motif : délocaliser l'activité en Chine. Une fois de plus, des salariés français doivent choisir entre leurs conditions de travail ou leur emploi. Le ministre des Finances a très vite réagi. Vous savez, je n'aime pas ces histoires de chantage. En tant que ministre des Finances, je suis là pour aider les entreprises et les salariés. Et si on veut lutter contre le chômage et les délocalisations, il faut lutter les uns à côté des autres. Les salariés de ces divers doivent négocier en septembre. Ils rejettent le compromis qui leur est proposé. Ils préfèrent être rachetés. Ils ont même trouvé un repreneur. Les prix du pétrole ont atteint de nouveaux sommets historiques aujourd'hui. Le brut américain s'affichait à 45 $. Il faudra attendre 60 jours pour constater d'éventuelles répercussions à la pompe chez nous. Mais les économistes sont confiants. Cette flambée ne devrait pas avoir de conséquences sur la croissance française. Céline Crespi, Alexandra Renard. En Irak, les combats entre chiites et américains menacent les installations pétrolières. Le prix du baril monte. En Russie, le géant pétrolier Yukos est au cœur d'une crise financière. Les marchés s'affolent. Ou encore au Venezuela, le président est menacé de destitution. Autant de pays gros producteurs de pétrole dans la tourmente et c'est le prix du baril qui s'enflamme. Depuis janvier, le prix du brut n'a cessé de grimper pour atteindre aujourd'hui un nouveau record, 45 $ le baril. Menace pour la croissance mondiale. Certains économistes en voient déjà les premiers signes. Ils réagissent vite. L'indice des prix aux États-Unis, en Europe, a déjà commencé à traduire la hausse des prix de l'énergie en général, pas seulement du pétrole, mais en général. Concrètement, il faut 2 mois, délai de livraison des barils achetés pour que les économies nationales soient réellement touchées. De plus, la France, par son choix du nucléaire, est moins dépendante que d'autres de la facture pétrolière. On s'aperçoit que l'économie française consomme moins de pétrole qu'elle ne le faisait en 1973. Donc dans ces conditions, il y a certes toujours cet effet psychologique qui joue. Sur le moral des ménages, il y a le prix du pétrole à la pompe. Mais pour autant, macroéconomiquement, l'impact reste particulièrement faible, au plus quelques dixièmes de points sur la croissance. Les prix à la pompe devraient pour l'instant rester stables et la reprise en France timide semble davantage menacée par les incertitudes des entreprises et par la persistance du chômage que par le prix du baril. 3 attentats ont touché aujourd'hui la Turquie. 2 d'entre eux visaient des hôtels d'Istanbul. 2 personnes ont été tuées, 11 autres blessées. Pour l'instant, il est difficile de savoir qui se cache derrière ces actions. Mais c'est déjà un coup dur pour le tourisme dans le pays. Samassoula, Aurélia Guima. Les cibles, 2 hôtels bon marché situés à quelques pas des plus grands sites touristiques d'Istanbul. Le scénario identique, des bombes placées à l'intérieur de l'hôtel qui explosent en pleine nuit à quelques minutes d'intervalle. 2 morts, 11 blessés, la plupart sont des touristes étrangers, espagnols, néerlandais, chinois. Le tourisme, c'est la principale source de revenus de la Turquie. 14 millions de visiteurs l'an dernier, dont 500 000 Français. Ce matin à Paris, chez les voyagistes, on ne signalait ni annulation ni appels inquiets. Les attentats ne décourageraient plus les voyageurs. Les gens n'ont plus tellement peur d'une destination en particulier. Ou ils ont peur de partir sur des destinations plutôt musulmanes ou plutôt comme la Turquie, les pays Maroc, Tunisie, etc. Où ils ont peur et ils éliminent vraiment toute cette zone-là. Ou alors ils disent qu'ils n'ont pas peur et ils y vont. 1 heure après les explosions dans les hôtels, 2 autres déflagrations, cette fois dans un entrepôt de gaz. Il n'y a pas eu de victimes. 3 attentats dans la même nuit revendiqués par 2 groupes distincts. Un mouvement kurde jusque-là inconnu et un groupe islamique qui se dit proche d'Al-Qaïda et menace l'Europe d'autres attentats plus meurtriers encore. L'an dernier, juste après la vague d'attentats qui avait frappé Istanbul, les touristes avaient boudé la Turquie, mais l'impact n'avait été que de courte durée. C'est une première en Europe. Une banque destinée prioritairement à la clientèle musulmane pourra bientôt ouvrir des agences en Grande-Bretagne. Elle proposera des produits financiers respectant les principes de la loi islamique. Correspondance Laurent Boussier, Dominique Marotel. Elle s'appellera la Banque islamique de Grande-Bretagne. Elle ouvrira sa première agence en septembre à Londres et offrira donc à ses clients des produits financiers conformes à la charia, la loi islamique.
Il nous a fallu plus d'1 an et demi pour convaincre les autorités financières britanniques que le fonctionnement d'une banque islamique, même s'il est différent d'une banque classique, est tout de même compatible avec la loi. Pas simple. Si la charia interdit d'investir dans les secteurs comme l'alcool ou la pornographie, elle interdit surtout de toucher ou de payer des intérêts sur les emprunts. Alors parce qu'une banque doit gagner de l'argent pour vivre, il a fallu trouver des astuces. Lors de prêts automobiles par exemple, c'est la banque qui achète la voiture au nom du client, puis la lui loue à un prix fixe pendant 4 ou 5 ans avant de lui en transférer la propriété. À l'arrivée, le client aura dépensé la même somme qu'avec un prêt classique, la banque aura gagné de l'argent, mais le mot intérêt n'aura jamais été prononcé. Hypocrisie ou nouveau mode de fonctionnement, pour les responsables de la communauté musulmane, il s'agit surtout de permettre à des milliers de familles d'avoir accès aux services bancaires. Ça n'enlèvera pas de clients aux banques qui existent déjà, mais cela permettra à beaucoup de gens qui n'auraient jamais ouvert de compte en banque de le faire. Premier accueil très positif. Une banque musulmane, c'est très important. Il y a 2 millions de musulmans en Grande-Bretagne et ils doivent avoir une banque islamique. Soutenue par des investisseurs du Moyen-Orient, la Banque islamique de Grande-Bretagne devrait aussi permettre aux autorités britanniques de mieux contrôler les centaines de millions de livres sterling qui jusqu'à présent circulent en liquide dans la communauté musulmane. Voici le nouveau visage du directeur de la CIA, Porter Goss, a été nommé par George Bush à la tête du principal service de renseignement américain. Il remplace donc George Tenet, démissionnaire à la suite de sa mise en cause pour l'impréparation des États-Unis dans les attentats du 11 septembre 2001. Il y a 30 ans, les États-Unis connaissaient un scandale politique sans précédent. La fameuse affaire du Watergate avait contraint le président Nixon à démissionner. Le rappelle Pascal Golomer, Tristan Lebras. Et Richard Nixon devint le premier président américain à quitter ses fonctions en cours de mandat. 2 ans et 2 mois après que le scandale du Watergate a éclaté. Le Watergate, c'est le nom de cet immeuble de Washington qui abritait à l'époque le siège du Parti démocrate. 5 hommes y sont arrêtés en pleine nuit. On les prend au départ pour des cambrioleurs, alors qu'en fait, ils venaient installer un système d'écoute à l'intérieur des locaux. L'un de ces hommes est directement lié au Parti républicain de Richard Nixon. Plus l'enquête du FBI progresse, plus les soupçons d'une implication directe de la Maison-Blanche se confirment. Richard Nixon est largement réélu en novembre 72, mais le filet se resserre. Ses 2 plus fidèles conseillers sont bientôt contraints de démissionner. Le Sénat met en place une commission d'enquête extraordinaire. Le propre avocat de Richard Nixon vient y raconter ses dialogues avec le président au sujet du Watergate. J'ai dit au président qu'un cancer rongeait la Maison-Blanche. Un cancer qui pourrait l'emporter s'il n'y prenait pas garde. Pourtant, Richard Nixon persiste et signe devant la presse. Les gens ont le droit de savoir si leur président est un escroc. Je ne suis pas un escroc. Les 2 jeunes journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, continuent pourtant de publier des articles accablant le président. Face à son refus de livrer à la justice les enregistrements de certaines conversations dans son bureau, le Sénat débute une procédure de destitution. Richard Nixon décide de partir de son propre gré, saluant une dernière fois le peuple américain, comme si de rien n'était. Des images impressionnantes d'un glissement de terrain dans le centre du Japon. Glissement provoqué par des pluies très violentes. On ne déplore aucune victime, mais la route principale a été coupée. Et vous le voyez, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, c'était au centre du Japon. Le gouvernement tente de désamorcer un début de polémique autour de la visite en France dimanche prochain du président algérien. Cette visite à l'occasion du 60e anniversaire du débarquement en Provence fait ressurgir les cicatrices de la guerre d'Algérie. Pauline Revenat, Christophe Widman. C'était en juin 2000. Le président Bouteflika a été reçu pour la première fois à l'Assemblée nationale et déjà certains députés à droite avaient boudé l'hémicycle. En quête de légitimité, le président algérien avait plaidé pour une réconciliation entre les 2 pays. Seuls les harkis des Algériens qui ont combattu aux côtés des Français pendant la guerre d'Algérie sont exclus de ce rapprochement. Je crois que aussi les conditions ne sont pas encore venues pour des visites de harkis, ça il faut que je le dise. C'est exactement comme si on demandait à un Français de la résistance de toucher la main à un collabo. Donc c'est très dur.
4 ans plus tard, le même président algérien est attendu en France pour les cérémonies du débarquement de Provence. La querelle n'est toujours pas éteinte. 40 parlementaires de l'UMP ont écrit au Quai d'Orsay pour protester contre cette invitation. En Algérie, on ne se sent pas concerné. C'est un amalgame voulu par certains pour organiser une polémique qui restera de toutes les manières franco-française, car elle ne concerne en rien les Algériens. Aujourd'hui, il revient à l'ancien officier français pendant la guerre d'Algérie, Amlaoui Mekachera, chargé au gouvernement des anciens combattants de calmer le jeu. Je ne veux pas dire que la guerre d'Algérie n'a pas été importante, mais chaque chose à sa place. Nous avons à commémorer une grande page de notre histoire. Le débarquement, c'est pas rien. Dimanche, Jacques Chirac recevra une fois de plus le président Bouteflika, mais cette fois-ci sur le Charles de Gaulle, un lieu symbolique pour tenter d'apaiser les esprits. La politique de répression et les campagnes de sensibilisation semblent avoir porté leurs fruits sur les routes de France. Au mois de juillet, le nombre des morts a diminué de 7,7%. Il y a eu 526 tués le mois dernier contre 570 en juillet 2003. Face à la difficulté de trouver des médecins de garde la nuit ou le week-end, les autorités des Bouches-du-Rhône ont mis en place une permanence téléphonique. Elle permet de mieux gérer les appels des patients et d'optimiser le travail du personnel médical. Yannick Arroussi, Dominique Blin. Le centre 15, 300 000 appels par an, de loin le numéro d'urgence le plus sollicité. Aux côtés des pompiers ou de l'assistance publique, un médecin généraliste libéral pour les cas les plus bénins. J'ai la gorge qui est les deux amygdales qui se touchent pratiquement. D'accord. Ce qu'il faudrait, c'est continuer le traitement avec des anti-inflammatoires. Dans une grande majorité des cas, c'est un simple conseil qu'on donne. Ça permet un petit peu aux personnes d'éviter donc d'avoir à recourir au médecin. Mais dans à peu près 20% des cas, une visite est indispensable. Le 15 s'occupe de tout. Je vais vous envoyer le médecin qui va venir l'examiner. Patricia Gilles est aujourd'hui le médecin de garde à Salon de Provence et les visites s'enchaînent. Oui, bonjour, c'est le médecin de garde. Depuis le printemps dernier, le cahier des charges de la permanence des soins est en vigueur dans les Bouches-du-Rhône. 65 secteurs avec chacun un médecin de garde, la nuit, les dimanches et jours fériés. J'ai un médecin de famille, mais là le dimanche, ce matin, j'étais coincée, donc c'est pour ça que j'ai fait intervenir le 15. J'ai appelé le 15. Le 15 facilite la vie des patients, mais aussi celle des médecins. Grâce à la régulation, plus de visites injustifiées. On a beaucoup plus de disponibilité puisqu'on a plus de temps. Ce n'est plus l'usine. Autrefois, c'était l'usine. Et on peut avoir 4-5 fois plus de visites que ce qu'on a actuellement dans la journée. Des gardes plus séduisantes qu'auparavant. Il y a quelques mois, le préfet avait dû réquisitionner certains médecins pour les assurer. Aujourd'hui, les volontaires sont suffisamment nombreux. Un nouveau décès dû à la légionellose a été enregistré en Moselle. On dénombre 24 cas de légionellose, dont 4 mortels, depuis le début du mois de juin en Lorraine. La visite samedi prochain de Jean-Paul II à Lourdes devrait attirer pas moins de 300 000 personnes. Au-delà de l'événement spirituel, c'est aussi une manne financière pour les professionnels du tourisme. 400 magasins vendent des articles religieux et chaque pèlerin dépense en moyenne 40 €. Éléonore Gué, Francis Forger. Le pape n'est pas encore arrivé, mais le t-shirt à son effigie est déjà soldé. Il faut dire que cette série a été fabriquée pour son voyage en Israël, en 2000. Dans les boutiques de la ville, le souvenir Jean-Paul II se fait rare, ou date un peu. 1983, pour cet objet en bois. Nos grossistes ont ressorti des articles de 1983 lors de la première venue du pape. Et ils ont apposé sur ces cartes postales, ces dépliants, un autocollant pour 2004. Ce sont des invendus, donc, de 1983. C'est du recyclage. Du recyclage. Rares sont les commerçants qui tentent le produit original. Quand c'est le cas, ce n'est pas toujours du goût de l'église. Voilà ce qui se vend à Lourdes. Des statuettes de la Vierge, en plâtre, lumineuses ou clignotantes, des médailles et bien sûr, les traditionnelles boules à neige. Chaque pèlerin dépense environ 40 €. Je crois que ça fait partie de ce que les gens attendent de nous à notre retour. Je m'en passerai volontiers, honnêtement. Je viens pas à Lourdes pour aller faire les magasins. Il faut quand même montrer qu'on y est allé, ça fait partie du pèlerinage. Ramener de l'eau de Lourdes fait aussi partie du pèlerinage. Alors, du flacon au bidon, tout est prévu, à condition qu'il soit vendu vide. Il y a une sorte de régulation interne à l'intérieur du groupe des commerçants pour ne pas vendre d'objets qui est comme sous-titre avec de l'eau de Lourdes.
pour qu'on ne puisse jamais dire que l'on vend l'eau de Lourdes. Une interdiction que certains détournent. Ces petites fioles font souvent partie des meilleures ventes. Le week-end prochain, au moins 300 000 clients potentiels sont attendus. Pas étonnant qu'en préparant l'arrivée du pape, certains commerçants soient déjà aux anges. Et France 2 sera d'ailleurs en direct à Lourdes pour couvrir l'arrivée du pape. Ce sera samedi à partir de 11 h. Une émission présentée par Philippe Arroir et Jean-Didier Boudet. Dans quelques jours à Athènes, il n'y a pas que les athlètes qui vont essayer de briller. Les entreprises, elles aussi, vont tenter de se distinguer lors de cet événement médiatique. D'ailleurs, plusieurs sociétés françaises ont décroché des contrats peut-être prometteurs pour les JO de Pékin en 2008. Séverine Lebrun, Pierre-François Vatra. Ça n'y ressemble pas et pourtant ces 4 hommes sont en rendez-vous d'affaires. À bord du raft, 2 représentants de la ville de Cardiff au Pays de Galles et le concepteur de cette rivière artificielle. Rien de tel que quelques sensations fortes pour convaincre les investisseurs, car il faut quand même compter plusieurs centaines de milliers d'euros pour se payer un tel équipement. C'est le prix à payer pour s'amuser. C'est ce que ça vaut. Et pour rassurer ses clients, le PDG Gilles Bernard a un argument de poids. C'est lui qui a conçu ce que l'on appelle le stade d'eau vive pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Un contrat de 800 000 € sur 3 ans. C'est lucratif, mais aussi très prestigieux pour l'entreprise. Nous avons fait Sydney en 2000, Athènes en 2004. Nous avons signé le contrat pour Pékin en 2008. C'est vrai que ça facilite au niveau commercial, au niveau international. Cet architecte, lui, a été chargé de l'aménagement de la côte du Falaise, où se dérouleront certaines épreuves. Plus de 100 hectares d'espace urbain à concevoir, des stades, une marina. C'est 50 boulots, beaucoup de stress, mais surtout la fierté de participer à l'histoire de la ville. Ce qui est vraiment impressionnant, et ce qu'on découvrira peut-être seulement après les Jeux, c'est à quel point la ville d'Athènes s'est transformée. Donc je crois que c'est plutôt cette aventure urbaine et humaine qui pour nous est la plus importante. Des aventures françaises en terre olympique, il y en a eu quelques-unes. Au total, une trentaine d'entreprises ont pris leur part dans ce marché de plusieurs milliards d'euros. Une bonne carte de visite pour vendre le savoir-faire français, mais surtout l'occasion de se placer pour les futurs JO, ceux de Pékin en 2008 et peut-être Paris en 2012. Dernier préparatif aussi pour les sportifs. L'équipe de France d'athlétisme se réunit dans la décontraction pour un ultime stage au centre de Marcoussis. Absence remarquée aujourd'hui, celle de Nice Barber. Reportage à Rontanzy, Fabrice Dujardin. Le grand voyage pour Athènes commence ici. Sac, valise, porte les anneaux olympiques. Début des compétitions dans moins de 10 jours. C'est l'heure de récupérer son bleu de chaud. Je me change. Dans ta chambre? Justement, Benoît Z dans sa chambre. Enfin presque. Ça s'ouvre pas. Chambre 40, ouais, c'est ma chambre. Il ne participe qu'à une seule course, le marathon. Mais question équipement, la fédération a vu large. Et j'espère que ça se passera bien. Théo, les couleurs d'équipe de France, parce que là on les voit partout quand même. Il n'y a pas un truc sans les couleurs d'équipe de France. Ça y est, la pression monte là. Et pourtant, la bonne humeur reste de rigueur. Le temps que tu t'échauffes, Guy sera là. Ultime séance d'entraînement sur les pistes de Marcoussis. Pas question de forcer. Ces 2 jours de stage sont l'occasion de peaufiner certains détails. Donc on est tranquille, on est là pour une petite séance. De toute façon, on a fait le plus gros du travail. Maintenant, c'est juste un petit peu de technique de course et puis il nous reste 2 séances de survitesse. Voilà. Mais tout n'est pas rose. Exemple avec le relais 4 x 100 mètres hommes. Dimanche dernier à Munich, les athlètes ne se sont pas présentés, certificat médical à l'appui. Depuis, le shérif a dégainé. Impensable de vivre la même histoire au JO. Ce qui s'était passé à Munich est totalement inadmissible et gravissime. Qu'une équipe de France de relais ne soit pas présente dans une compétition internationale. J'ai reçu toute garantie du corps médical, il n'y aura pas d'éclopé à faire le voyage à Athènes. Voilà un problème de régler. Reste le cas Eunice Barber, absente aujourd'hui. L'une de nos meilleures chances de médaille souffre toujours d'une blessure à la jambe. La Française a pourtant annoncé qu'elle ferait tout pour participer aux Jeux Olympiques. A priori, les Grecs ont attendu la dernière minute pour acheter leurs billets. Hier, seule la moitié avait été vendue. Mais depuis, en 24 heures seulement, la population se rue sur les points de vente installés dans le centre d'Athènes. Et loin de cette frénésie, il reste encore quelques lieux paisibles à 1 heure de bateau d'Athènes, comme nous le montre ce reportage de nos envoyés spéciaux Loïc Delamornay et Jean-François Monnier.
Hydra était une île de pirates. Aujourd'hui encore, on n'y accède que par bateau et on n'y circule qu'à dos d'âne. Pour les JO, les Grecs espéraient que les îles constitueraient un réservoir hôtelier pour touristes et spectateurs en quête de calme. Pour l'instant, c'est raté. On ne peut pas dire qu'on a profité de l'effet JO. Au contraire, le week-end, on a des Athéniens comme d'habitude, mais en semaine, c'est très calme. On n'a pas du tout les touristes qu'on attendait. Mais il y a un habitant très au-dessus de ses préoccupations matérielles. Pour le trouver, il faut monter au sommet de l'île, 2 heures à dos de mulet. L'égoumène Théologos est le dernier moine orthodoxe à vivre dans ce monastère. Vie d'ermite, pas de télé, pas de radio. À 1 heure de bateau du grand stade, on est très, très loin des JO. Nous, les moines grecs, nous ne nous intéressons pas du tout aux Jeux Olympiques. En plus, vous connaissez notre position. Derrière ces Jeux, nous estimons qu'il y a très peu d'idéaux purs. Pourtant, il y a plus isolé encore. Voici l'île de Dokos, où le klaxon du bateau sert aussi de sonnette pour la porte d'entrée. Stavros, le berger, vit seul sur son île toute l'année. Sa famille ne le rejoint que quelques semaines en été. Ici, la terre est aride, l'eau rare, et il n'y a pas d'électricité, cela va de soi. Je préfère avoir le calme et la paix ici, seul. Sinon, on serait devenu fou avec ma famille à Athènes. Stavros regardera les Jeux Olympiques sur sa télévision qui fonctionne avec un groupe électrogène. Avec sa famille, ce sera le seul spectateur de l'île, en compagnie de ses 300 chèvres, d'une bonne colonie de serpents et de ses 5 autruches d'élevage. Un nouveau pas vers l'ère du clonage commercial des animaux. Une société française se dit prête à cloner des chevaux champions qui avaient été castrés. Une technique critiquée dans le milieu hippique. Sophie Mézel, Bernie Mériot. Cet après-midi, dans le centre d'entraînement de Grosbois, là où l'on prépare les champions trotteurs, on accueille la nouvelle de façon dubitative. Des chercheurs assurent être en train de cloner des chevaux de course castrés, qui donc logiquement n'auraient pas dû avoir de descendance. Génétiquement, je ne sais pas ce que ça va donner, s'ils sont clonés, s'ils ont été identiques ou pas. Est-ce qu'ils auront les mêmes performances? C'est le point d'interrogation à mon avis. Plusieurs laboratoires travaillent de concert sur le projet, en France, aux États-Unis et en Italie où nous nous trouvons. L'équipe du professeur Galli a déjà donné naissance il y a plus d'1 an à ce poulain cloné, Promotea, et attend pour le mois de septembre la naissance d'un clone, d'un crack de l'endurance. Son matériel génétique a été sélectionné puis réimplanté de façon artificielle dans un ovule. Voici la mère porteuse qui passe une échographie. Quant au papa, son identité est secrète. L'objectif du clonage est principalement sportif, en fait reproductif. La plupart des chevaux de course sont des hongres des animaux castrés. Impossible donc de leur assurer une carrière de reproducteur, sauf si on utilise le clonage, sinon c'est impossible. Bémol toutefois, les chevaux qui ont été castrés l'ont souvent été pour corriger des défauts de caractère. En les clonant, on va certes reproduire leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Paris fait la guerre aux incivilités sur la voie publique. Poubelles éventrées, mégots et chewing-gum sur les trottoirs. Depuis un mois, 750 agents municipaux sont même chargés d'enquêter dans nos poubelles pour débusquer les mauvais comportements. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte, Jean-François Chevet. Tous les chefs d'équipage, vous avez donc vos groupes, vos feuilles de route, votre mission. Vous pouvez partir maintenant sur vos lieux de travail. Et à tout à l'heure. Mission 100% propreté pour ces inspecteurs de sécurité. À pied, à moto ou à vélo, en quelques minutes, c'est tout le 17e arrondissement qui est quadrillé. La chasse aux incivilités peut commencer. Vous pouvez apercevoir des sacs derrière, voilà, oui. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Ben là, j'essaie de trouver un indice, soit une adresse ou même des fois d'autres indices qui puissent me mener à un lieu. Chou blanc pour ses premières fouilles, mais quelques poubelles plus loin, l'expertise semble payer. Et ben voilà, c'est parfait. Voilà, j'ai même une photocopie d'une remise qui a été accordée à ce commerçant, donc pour moi c'est à 100%. Quelques instants plus tard, les éboueurs passent. Le commerçant, lui, est bon pour une amende qui peut aller jusqu'à 450 €. Un PV que la brigade dresse pourtant sans état d'âme. Vous faites quand même les poubelles des gens, il n'y a pas quelque chose qui vous dérange là-dedans? Ils sont responsables de leurs déchets jusqu'à l'élimination, c'est-à-dire jusqu'à la collecte. S'ils déposent sur la voie publique, ça c'est de notre sort. On fouille, je trouve, je verbalise, point barre. C'est le seul moyen. Être trop doux, être trop gentil, on n'arrive à rien. Ça doit être le tempérament des Français.
Donc je suis tout à fait pour le fait de verbaliser. Et ça vous choque? Oui, ça me choque parce que ces inspecteurs ne sont pas dignes de la propreté, ne représentent pas la propreté de Paris. Des agents comme ceux-là, Paris en comptera 1 millier dès le mois de septembre. Pour le moment, ces enquêtes dans les poubelles ne suscitent que très peu de contestations. Les gorges du Verdon restent un lieu de tourisme très prisé, mais les secours sont difficiles dans ces vallées escarpées. Alors durant l'été, les pompiers tentent de sensibiliser les promeneurs. Caroline Gauthier et Yann Moine les ont suivis. Un dernier coup d'œil pour se donner du courage. 250 mètres plus bas coule le Verdon. Chaque matin, les pompiers affrontent cette falaise. Un entraînement indispensable pour des interventions qui restent exceptionnelles. Pour nous, les anses, c'est 50% de notre intervention. Si on est bien en falaise, l'intervention, on le se fera bien. Si on n'est pas bien, on aura des problèmes. Et on le sent tout de suite? Ah, tout de suite. Alors Roland, comment vous vous sentez ce matin? Comment ça s'est passé? Toujours autant de plaisir de se mettre dans le vide. Les sensations sont là? Elles sont là. Les gorges du Verdon, paradis des randonneurs, mais un paradis à risque. Tous les étés, ces pompiers spécialisés dans les interventions en milieu périlleux parcourent les sentiers et les rives du Verdon, prêts à porter secours en falaise, mais surtout dans la rivière. Non, le petit, il glisse, il part, le courant l'entraîne, il s'empale là-bas. Ouais, ça sert à rien, un coup d'hélico. Dans le lit même du Verdon, on rencontre tout type d'accident. On peut avoir le saut, accident de saut, il saute, il heurte les rochers. Il y a des bouts de bois qui ont été apportés par les crues, ils s'empalent dans des bouts de bois. On a fait des noyades, des personnes coincées. Ça varie surtout en fonction du débit. Patrice et Roland ont aussi un rôle de prévention. Pas de tongs, pas de sandales dans ces sentiers. Et puis surtout, il faut penser à prendre de l'eau. Bonjour. Bonjour. Ça se passe où, Philippe? Ah. C'est habitué à ça. Que je pars et je blanchis et j'ai le trou, quoi. Ben, on peut rester avec vous. On va vous aider vous aider à sortir sur le chemin. Dans la montée, cette jeune femme vient d'être victime d'un malaise. Qui d'abord? Toi d'abord? Bouge pas. Vas-y. Rien de grave, mais dans ces gorges escarpées, la moindre intervention se transforme en casse-tête. Doucement agir. Vas-y. Ça glisse là. La personne va être transportée directement par la famille. Qui a reçu? Ah ben, ça s'est déroulé beaucoup plus bas, style à la plage au niveau du Verdon. Donc on n'aurait pas transporté la victime sur ce type de brancard, on aurait fait appel à un hélico qui vienne l'hélitroyer du pont du Verdon. Comme cette jeune femme, 14 randonneurs ont été secourus le mois dernier, rappelant que si le Verdon est un lieu magique, il est aussi un lieu sensible. Donald, la star des dessins animés, vient de décrocher son étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. Depuis 70 ans, l'un des personnages les plus populaires des studios Disney est devenu le chouchou de plusieurs générations d'enfants. Emmanuel Lambert, Pierre-François Vatra. Une histoire d'amour renversante. 70 ans après sa naissance, Donald déchaîne toujours les passions. Il est gentil, il est beau, il est gentil. Un personnage caractériel, qui a son caractère entier, qui s'énerve facilement, mais qui a un bon cœur. Bon cœur mais caractère de cochon. En 1934, on découvre ce petit canard irascible, égoïste et paresseux. Son créateur, Karl Barks, lui donne son image définitive quelques années plus tard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est utilisé dans des films de propagande anti-nazie. Il y gagne définitivement sa popularité. Un succès qu'il doit également à cette voix incomparable, celle de Clarence Nash. Depuis quelques heures, plus question de piquer une colère pour Donald, il a la tête dans les étoiles. Comme pour les plus grandes stars de cinéma, son nom est à jamais gravé sur le trottoir d'Hollywood Boulevard. Michael Eisner, le patron de Disney, peut pavoiser. Quelques instants seulement, car ses affaires ne vont pas bien. Il compte bien sur la sortie du prochain film de Donald, à Noël, pour sauver sa tête et redorer le blason de l'Empire Disney.
L'actrice américaine Fay Rey s'est éteinte à l'âge de 96 ans à l'affiche d'une centaine de films. Elle fut immortalisée à l'écran, se débattant entre les mains de King Kong au sommet de l'Empire State Building. Entre terre et mer, les carrelets, ces cabanes de pêcheurs font partie du paysage pittoresque du littoral de Charente-Maritime. Bâtis sur pilotis, ils ont beaucoup souffert de la tempête de 99. Ceux qui ont été reconstruits font le bonheur de quelques privilégiés. Christophe de Valambra, Philippe Ritten. Chaque matin pendant les vacances, Yvonne et Jean-Claude gagnent leur cabane de pêche au-dessus de l'océan. On appelle cela un carrelet, du nom de ce filet carré dont les allées et venues rythme une journée de pêche rarement miraculeuse. Il n'y a rien du tout, à part un petit peu de friture qui passe à travers le filet, donc on va recommencer. Ça mord souvent? Non, pas beaucoup. Pas cette saison de toute façon. Pourtant vous continuez à venir? Ben, pour le plaisir, pour respirer l'air pur. Et c'est bien là tout le charme du carrelet, qui concilie l'air pur du large avec la proximité rassurante et pratique de la côte. Et puis, il y a quand même quelques cadeaux de la marée. Une poignée de crevettes, un réchaud. Yvonne et Jean-Claude s'offrent un apéro aux saveurs uniques, celles qui forgent les souvenirs si typiques du carrelet. Si la marée correspond aux heures des repas, c'est super parce qu'on apporte le pique-nique, on se met à table, on pêche en même temps et on mange après le petit peu de pêche qu'il peut y avoir. La bonne humeur, la convivialité, la poésie du littoral charentais. La cabane sur l'océan, c'est l'occasion d'instants de pure quiétude. Une bonne sieste surtout. Moi, ma sieste avec le vent, le bruit de l'eau là, au bout là, du carrelet sur le plateau. Pourtant, tous ces petits paradis sur pilotis ont connu l'enfer. Ce fameux soir de décembre 99, l'ouragan a levé une vague dévastatrice qui a balayé presque tous les carrelets de la côte charentaise, dont celui d'Yvonne et Jean-Claude. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Beaucoup de tristesse surtout. Beaucoup de tristesse parce que bon, c'est peu de choses un carrelet, mais c'est une passion le carrelet. Et cette passion a mobilisé les volontés. Au lendemain de l'ouragan, les reconstructions sont mises en œuvre. Avec l'apparition pour l'esthétisme et la sécurité des carrelets, des règles de construction jusqu'alors inexistantes. Les nouvelles normes consistent en une passerelle d'1 mètre de large maximum, d'une plateforme de 20 mètres carrés au maximum. En ce qui concerne la cabane, 10 à 15 mètres carrés maximum, le toit monopente, le tout en bois. Avec environ 15 000 €, chacun peut construire son carrelet. À condition cependant d'obtenir une des concessions allouées sur le littoral. Quelques-unes sont actuellement libres en Charente-Maritime. Avis aux amateurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Patrice Drevet. 20h50, le film Quand les aigles attaquent avec Clint Eastwood et Richard Burton. 1h20, le dernier journal vous sera présenté par Alexandre Cara. Et on se quitte sur ces images d'un petit tigre blanc du Bengale, sans rayures et avec les yeux bleus. Il est né il y a 3 mois dans une réserve espagnole. Il s'agit d'une espèce très rare qui ne compte qu'une vingtaine de représentants dans le monde. Excellente soirée sur France 2. À demain 20h.